Bienvenue à cette formation Maelstrom Media en matière de droit de l'environnement. Aujourd'hui, on va analyser le contrôle des impacts sur l'environnement par la loi sur la qualité de l'environnement au Québec. Je suis en compagnie de Maître Anne-Sophie Doré. Bonjour, Maître Doré, avocate en droit de l'environnement. Alors, commençons tout de suite par la notion d'impact sur l'environnement. Pouvez-vous nous donner une définition générale de la chose? On parle de projet ici. Mm-hmm. Mais en fait, les impacts environnementaux, probablement la particularité, en fait, ne sont pas tellement définis dans la loi. Mm-hmm. Il y a, en fait, un peu une zone grise de comment est-ce que c'est déterminé, en fait, quels sont les impacts environnementaux, le risque environnemental qui est associé à une activité ou à un projet qui est encadré par la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, en fait, c'est un déterminant qui est vraiment essentiel parce que c'est à la base de l'encadrement diversifié qu'il va y avoir par la loi sur la qualité de l'environnement. Mais finalement, c'est déterminé par le ministère, là, par les équipes d'analystes, mais il n'y en a pas une définition extrêmement précise là, de comment est-ce que c'est déterminé, en fait, cet impact environnemental-là ou ce risque environnemental-là. Et évidemment, ça doit être contextualisé selon le projet qui est placé. Donc, comment se fait cette analyse, puis pourquoi elle est importante, cette analyse? Mais en fait, cette analyse, la détermination de l'impact environnemental d'un projet ou de son risque environnemental est essentielle parce que finalement, c'est en fonction de ce risque-là qu'il y aura un processus d'encadrement ou un autre qui va s'appliquer. Donc, en fait, la loi nous parle de 4 différents niveaux de risques environnementaux qui vont être associés à des projets. Puis, en fonction de chacun de ces niveaux de risque-là, il y a un encadrement spécifique qui est prévu par la loi. Donc, évidemment, là, il y a des guides là, qui sont donnés quand même par les règlements d'application de la loi sur la qualité de l'environnement sur qu'est-ce qui va faire en sorte, finalement, que ce sera un risque élevé versus un risque modéré. Donc, on va avoir des seuils qui sont déterminés de manière réglementaire là, pour classer ces activités-là, finalement. Et donc, ça nous amène à cette façon d'encadrer les projets. Premièrement, de quel genre de projet on parle ici? La loi sur la qualité de l'environnement, là, son objectif, c'est d'encadrer toute forme de pollution. Donc, dès qu'il y a une pollution qui est émise dans l'environnement, la loi, finalement, a pour objectif d'encadrer cette pollution-là. Notamment, c'est un de ses objectifs, pas le seul. Et la définition de pollution, de contaminants dans l'environnement, contrôle des contaminants, elle est très large. Ça peut être autant des vibrations, des sons, de la poussière, évidemment des gaz à effet de serre. Toutes sortes de formes de contaminants vont être encadrées par la loi. Pas seulement de la pollution comme on l'entend généralement, disons la pollution des voitures et tout ça. Ça peut être la pollution visuelle, la pollution sonore. Oui, exact. Donc, ce genre de choses-là. Donc, oui, on encadre les contaminants. Donc, cet encadrement-là, finalement, va impacter quel genre d'activité on va vouloir contrôler par la loi sur la qualité de l'environnement. Mais à la base, là, si on veut faire un résumé très simple, on se dit, dès qu'il y a un contaminant qui est émis par l'environnement, par une activité ou un projet, il pourrait y avoir une mesure d'encadrement par la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, ça pourrait être à peu près toute activité, finalement, qui pourrait être encadrée par la loi. Et c'est pour ça qu'on a établi des niveaux de risque, finalement, pour faire la part des choses, puis déterminer quelles sont vraiment les activités qu'on va soumettre à des évaluations environnementales ou à des procédures d'autorisation par le ministère. Et c'est une loi qui a récemment été réformée et qui a introduit ces notions-là. C'est ce que je comprends. Oui, exact. Donc, il y a eu, en 2015, un livre vert qui avait été déposé par le ministre de l'Environnement de l'époque. Il y avait plusieurs orientations à cette réforme-là, dont une de ces orientations, c'était justement de revoir toute la procédure d'encadrement des projets, des activités en fonction du niveau de risque. Il y avait aussi d'autres orientations, donc notamment la volonté de réduire de 30% le nombre d'activités qui allaient être en autorisation ministérielle. Et des aspects aussi davantage axés sur la protection de l'environnement, mais aussi sur l'accès à l'information, donc de bonifier tout l'accès à l'information pour les citoyens, les particuliers, les municipalités, pour qu'elles sachent finalement là, qu'est-ce qui est proposé par des initiateurs de projets, des demandeurs, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir un régime distinct pour la construction d'une usine, par exemple, de minerais ou quelque chose comme ça, par rapport à, disons, un projet immobilier de condo. Exact. Donc, dans le fond, là, si je peux me permettre de tracer un peu le portrait de ces niveaux de risque-là, on va avoir
lorsque ça pose un risque qui est jugé comme étant négligeable pour l'environnement, il va y avoir des exemptions réglementaires. Donc, il y a déjà des listes de, justement, en fonction de différents seuils ou de différents impacts sur l'environnement, il va y avoir une exemption claire qui est définie par règlement. Lorsque c'est un risque qui est faible pour l'environnement, il y a un nouveau mécanisme qui a été créé en 2017 qui est la déclaration de conformité. Donc là, le promoteur ou l'initiateur de projet va simplement déclarer lui-même que son projet est conforme aux lois et aux règlements. Donc, ça va être finalement une autogestion, une auto-évaluation de son projet. Quand on est en risque modéré, c'est l'autorisation ministérielle. Donc, il y aura quand même une autorisation qui devrait être délivrée par le ministre de l'Environnement pour que l'activité puisse se réaliser. Et les activités à risque élevé vont être en évaluation environnementale. Donc, en effet, quand on parle par exemple d'une mine, ce ne sera pas le même encadrement que si c'est un projet immobilier qui déclenche d'une manière ou d'une autre une autorisation ministérielle, la nécessité d'obtenir une autorisation ministérielle. En fait. Donc, donnez-nous un exemple pour chacun des niveaux. Prenons le premier, risque négligeable. Qu'est-ce qui serait un risque négligeable sur l'environnement, par exemple? En fait, une bonne façon de l'illustrer, c'est de prendre un projet dans son entièreté, en fait. Parce que au-delà de ces niveaux de risque-là, la réforme, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on doit considérer seulement chacune des activités qui déclenchent un de ces mécanismes-là. Donc, par exemple, s'il y en a une carrière sablière qui est prévue avec un prélèvement d'eau à proximité d'un milieu humide, l'activité de sablière peut être en exemption réglementaire à cause de son niveau de production. Par contre, au niveau du prélèvement d'eau, un prélèvement d'eau, ça déclenche automatiquement l'obligation d'obtenir une autorisation ministérielle. Donc, pour l'activité de prélèvement d'eau, il y aura la nécessité d'obtenir une autorisation. Et, par exemple, on peut avoir une certaine forme d'atteinte à un milieu humide et hydrique, là, notamment avec le prélèvement, qui va faire en sorte qu'on va devoir déposer une déclaration de conformité pour cette activité-là. Fait que finalement, même dans un projet, on va fragmenter chacune des portions de ce projet-là pour voir quel est l'encadrement qui est prévu par la loi. Et quand vous dites fragmenter, ça va être le rôle de qui d'identifier le fait, voici un risque négligeable, voici un risque élevé? Ben, c'est sûr que c'est le ministère qui le détermine. Par règlement, c'est identifier finalement là, tous ces risques-là, quel genre d'activité va être soumis à quel processus. Mais par contre, là, il y avait aussi là, dans la réforme une volonté de simplification. Donc, dans cette vision-là, il y a une forme de guichet unique, si je peux l'appeler ainsi, pour les promoteurs, l'initiateur de projet qui va aller sur le site du ministère puis qui va finalement cocher des cases en disant, bon, ben moi, mon projet, il contient justement un prélèvement d'eau, c'est tel type d'activité. Et à ce moment-là, ce qui était la promesse du ministère de l'Environnement, c'est que le promoteur allait le savoir automatiquement quels étaient l'encadrement qui était obligatoire, donc les permis, les autorisations qui étaient obligatoires d'obtenir. Mais somme toute, après, c'est dans le règlement qui encadre les activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Tous ces éléments-là se déclinent. Donc, on retrouve là, les exemptions, les déclarations de conformité, les autorisations ministérielles en fonction de différents seuils ou de différentes atteintes, là, finalement, à l'environnement. Donc, il y a un travail en amont à faire pour le promoteur d'un projet. Et il y a à un certain point aussi, j'imagine, étant donné qu'il y a auto-évaluation, il y a un certain degré de bonne foi et de confiance à avoir envers ces projets-là. Ben c'est certain qu'avec l'ajout de la déclaration de conformité qui permet à des initiateurs de projets de eux-mêmes évaluer si leur projet respecte véritablement l'ensemble des lois et règlements, ben c'est sûr qu'il y a un niveau de bonne foi là, quand même qu'on doit espérer de la part de ces initiateurs de projets-là. La loi ne prévoit pas non plus de mécanisme, par exemple, d'inspection automatique des projets qui sont réalisés par l'entremise d'une déclaration de conformité. Donc, c'est sûr que aussi là, tout le volet de sanctions et d'inspection est extrêmement important pour assurer le bon fonctionnement de cet ajout-là là, qui est la déclaration de conformité, parce que finalement, il faut s'assurer aussi qu'on est vraiment dans un risque négligeable. Mais on va le faire a posteriori par des inspections de la part du ministère de l'Environnement.
Puis ce sont des inspections qui sont aléatoires. Aléatoires. Donc, parce que est-ce que l'État a-t-il les moyens de surveiller l'ensemble des activités qui se font sur son territoire? J'imagine votre réponse. Ben, c'est une bonne question. C'est sûr qu'avec les moyens du ministère de l'Environnement, on peut le remettre en question, mais surtout parce qu'il y a quand même un nombre élevé aussi d'activités, de projets qui sont autorisés ou qui sont à tout le moins encadré par le ministère de l'Environnement. Donc, ce nombre de projets élevés-là fait en sorte que ça prend quand même beaucoup de ressources là, pour assurer que l'ensemble des mécanismes qui sont prévus à la loi là, sont respectés.